Marcus Vinicius se réveillera aujourd'hui à 4 heures du matin au hurlement d'un corps de guerre et ira là d'où viennent la fumée et les cris. Une journée ordinaire pour un légionnaire de la 10e Légion Fretensis. Sauf que cette journée-là, il s'en souviendra 40 ans plus tard, assis sur sa parcelle près de Ravenne, sans jamais pouvoir en parler à son fils. Août 70 après Jésus-Christ, Jérusalem. 4 mois de siège, et aujourd'hui Titus a donné l'ordre de l'assaut final. Marcus a 28 ans, 6e année de service, 3e grand siège de sa carrière. Il vient d'une famille paysanne, s'est engagé pour 20 ans en échange d'une concession de terre à la démobilisation. 13 ans jusqu'à la pension s'il a la chance de survivre. D'ici ce soir, il verra des choses dont il se taira le reste de sa vie. Mais tout commencera comme d'habitude par une bouillie infecte et l'inspection de l'armure. 4 ans plus tôt, des radicaux juifs ont massacré la garnison romaine de Jérusalem et proclamé leur indépendance. Néron a envoyé Vespasien avec 3 légions pour les mater. La guerre s'est éternisée, l'empereur a choisi de quitter ce monde, la guerre civile a commencé à Rome même. Vespasien est devenu empereur, a transmis le commandement à son fils Titus. Au printemps 70, Titus a amené 4 légions devant les murs de Jérusalem. 60 000 soldats face à une ville où se trouvent enfermés zélotes, sicaires et des centaines de milliers de pèlerins venus pour la Pâque et qui n'ont pas pu repartir. La 10e Légion Fretensis est l'une des plus anciennes de l'armée romaine, formée sous Auguste. Emblème, le sanglier et le navire de guerre. La Légion a fait toute la campagne de Judée depuis 67, Gamala, Jéricho, Massada. 5200 hommes répartis en 10 cohortes. Marcus sert dans la 4e cohorte, 2e manipule, contubernium du centurion Publius Corvinus. 8 hommes sous une même tente qui partagent pain, vin et solde depuis 3 ans. Marcus vient des environs de Ravenne. Son père louait une parcelle à un grand propriétaire, 4 enfants, dette constante. À 18 ans, Marcus est allé au bureau de recrutement le plus proche. Un légionnaire touche 225 deniers par an, plus la nourriture, et après 20 ans de service, on lui donne des terres ou l'argent pour en acheter. Pour le fils de métayer, c'est la seule chance de devenir propriétaire. En 6 ans, il a appris à monter un camp en 3 heures, à marcher 30 km par jour avec 30 kg d'équipement, à tenir la formation sous une pluie de flèches et à dormir n'importe où. Il a appris à tuer au corps à corps il y a 2 ans près de Gamala. Depuis, ses rêves sont pires, mais ses mains ne tremblent plus au combat. Jérusalem est assiégée depuis avril. D'abord, ils ont pris le mur extérieur, puis le second, ont passé 1 mois à attaquer la forteresse Antonia. Ne reste plus que le complexe du temple. Les zélotes défendent chaque pierre car ils savent, pas de prisonniers. Les Romains ont perdu plus d'1 millier d'hommes en 4 mois. Dans le contubernium de Marcus, sur les 8 de départ, 5 restent. 3 ont été remplacés par des recrues venus de Syrie qui n'ont pas encore connu un vrai assaut. L'histoire d'une journée d'un simple soldat pendant le siège le plus brutal de l'Antiquité. Mettez un like et abonnez-vous et nous partons vivre cette journée avec Marcus. La boussine a rugi dans l'obscurité si brutalement que Marcus a sursauté avant même de se réveiller. 4 heures du matin, août, mais déjà la tente est étouffante, saturée de 8 corps endormis et de l'odeur de sueur rance. À côté, Lucius gémit. Hier, il s'est saoulé au vin bon marché et aujourd'hui le paie. Le centurion Corvinus est déjà debout, distribuant des coups de pied à ceux qui traînent. « Debout, tas de fainéants! Aujourd'hui on prend le temple où je vous ferai tous crucifier !» Marcus attrape sa tunique. Elle pue la sueur et la fumée, mais il n'y en a pas de propre depuis 2 semaines. Dans le coin de la tente, Gaius Silvanus, vétéran avec 16 ans de service, enroule déjà ses fascias autour des tibias. Il le fait machinalement, sans ouvrir complètement les yeux. La recrue Tiberius, un Syrien, s'en mêle dans les lanières. 3 mois de service, premier assaut. Marcus se rappelle sa propre première fois près de Gamala. Il avait vomi juste avant de quitter le camp. Une seule cuvette d'eau par contubernium. Les 8 hommes s'aspergent d'eau froide tirée d'une outre. Marcus se frotte le visage, tente de chasser les restes de sommeil. Dans le reflet d'un miroir de bronze ébréché que Lucius trimballe partout, il voit un visage familier. Peau tannée, barbe d'une semaine, cicatrice au-dessus du sourcil. 28 ans, mais il en paraît davantage.
Le petit déjeuner se prépare dans d'énormes chaudrons pour toute la cohorte. Pulse, bouillie d'orge que les légionnaires haïssent du fond de l'âme. Épaisse, fade, tiède. Avec un morceau de fromage dur et une louche de posca, vin aigre dilué qui tue les saletés dans l'eau. Marcus mâche lentement, en avalant avec ce liquide amer. Gaius, à côté, donne sa portion aux chiens qui tournent autour des marmites. L'estomac du vétéran ne supporte plus cette saleté le matin. On dit qu'on va brûler le temple, murmure Lucius en jetant un œil au centurion. Là-dedans, il y a des montagnes d'or. Si on survit, on sera riche. Marcus ne répond pas. Il a vu comment on partage le butin après un assaut. Les officiers prennent le lion, les centurions se taillent de beaux morceaux, la piétaille récupère des miettes. Mais Lucius a raison sur un point. S'ils atteignent le temple vivant, il y aura une chance d'attraper quelque chose. Après le repas, vérification de l'équipement. Rituel sacré qui peut sauver la vie. Marcus sort sa lorica segmenta de son sac de cuir. Armure segmentée, plaque d'acier. 20 kilos de métal qu'il porte comme une seconde peau. Il vérifie chaque lanière de cuir, chaque rivet. Une seule courroie rompue au combat et la plaque glisse, laissant les côtes à nu. Casque, modèle Montfortin ancien, avec crête longitudinale et large protège-joue. À l'intérieur, un rembourrage de feutre imbibé de sueur et d'huile. La visière porte une bosse, souvenir d'une pierre reçue la semaine précédente. Bouclier, scutum, rectangulaire, un peu plus d'1 mètre de haut. 3 couches de bois recouvertes de cuir et cerclées de bronze. Au centre, lumbo, hémisphère d'acier qui peut briser un nez emmêlé. Sur la face, un sanglier peint, emblème de la 10e. La peinture s'écaille, le cuir est déchiré par endroits. Le glaive pend à droite, épée courte de 60 cm. Arme pour le massacre au corps à corps. Marcus le tire, vérifie le fil du doigt. Tranchant. Hier, il l'a affûté 1 heure, jusqu'au coucher du soleil. À gauche de la ceinture, le pugio, dague, option de secours si le glaive est perdu ou cassé. 2 pilums supposés à l'entrée de la tente. Lourde lance de jet avec longue pointe de fer. 2 kilos chacune. On les lance une seule fois, à une vingtaine de mètres, avant le contact. Après l'impact, la pointe se tord. La lance ne peut pas être renvoyée. Ingénierie romaine de génie. Lucius s'affaire avec ses sandales. Caliga, chaussures militaires à semelles garnies de clous. Grippe parfait, mais après la marche, les pieds saignent. Celles de Marcus sont déjà assouplies, lui vont comme un gant. Gaius vérifie son loculus, sac de cuir contenant 3 jours de vivres, une tunique de rechange, aiguille et fil, pierre à aiguiser. Marcus y glisse aussi une petite figurine de Mars en bronze, cadeau de sa mère au départ. Il ne croit pas vraiment aux dieux, mais que l'y reste. « Sylvanus, Vinicius, inspection !» hurle le centurion Corvinus, vieux loup au visage balafré. 22 ans de légion, a participé à la campagne de Bretagne sous Claude. Dur, juste, ne perd pas la tête au feu. Marcus se met en rang avec les autres. Corvinus tourne, vérifie les sangles, secoue les plaques, inspecte le tranchant des épées. « Tiberius, ton bouclier est une passoire, où tu l'as éventré ?» Le Syrien se tortille, marmonne. Corvinus lui assène un coup sur le casque avec le manche de sa vigne, symbole de son pouvoir. « Après l'assaut, tu le recoudras. Aujourd'hui, tu restes derrière les autres, chiot. » Marcus entend une prière dans la tente voisine. À voix basse, mais les mots se distinguent. Invocation à Mithra. Culte populaire chez les soldats, dieu du soleil invaincu, patron des guerriers. Marcus n'est pas initié, mais comprend. Avant l'assaut, chacun cherche quelque chose à quoi se raccrocher. Le soleil ne s'est pas encore levé, mais le camp bourdonne comme une ruche. 5000 hommes se préparent au combat. Bruit de marteau, les armuriers réparent les dernières pièces. Hennissement, on scelle la cavalerie. Grincement de chariots, l'intendance apporte échelles et béliers supplémentaires devant les murs. L'odeur de fumée des foyers se mêle à celle de la ville en flammes au loin. Lucius sort des dés. Il joue des as de cuivre, petite monnaie. Marcus refuse, économise pour l'avenir. Gaius regarde la ville en silence. De la colline où se trouve le camp, on voit la fumée qui monte du complexe du temple. Tiberius est assis, genoux serrés, livide. Marcus s'assied à côté. Première fois, le Syrien hoche la tête. Reste près de Gaius. Il sait quoi faire. Et si on crie retraite, tu recules tout de suite. Les héros, on les enterre les premiers.
Tiberius le regarde avec gratitude, mais Marcus voit bien, le gamin est terrorisé. Et il a raison. À cette heure, la buccina retentit de nouveau. Formation. Marcus met son casque, prend bouclier et lance. L'armure pèse de tout son poids familier sur ses épaules. Il ne se rappelle plus ce que c'est que marcher léger. Le contubernium se range par 8. 8 contubernia forment une centurie, 80 hommes sous les ordres de Corvinus. Le centurion s'avance. Aujourd'hui, on prend le temple. Le premier qui y entrera double part de butin de la part du tribune. Celui qui recule sans ordre aura le fustuarium. Fustuarium, bastonnade à mort. L'armée romaine ne plaisante pas avec la désertion. Marcus, en rang, sent son cœur accélérer. Pas la peur, la routine du corps avant le combat. L'adrénaline commence déjà à circuler. Lucius, à côté, marmonne une sorte de prière. Gaius croque un biscuit, impassible comme un rocher. Tiberius respire trop vite. Le soleil sort de l'horizon. Devant, Jérusalem noyée de fumée. Aujourd'hui, cette ville va tomber. La seule question est, lesquels d'entre eux seront encore vivants pour le voir ce soir? La colonne de la 10e s'étire sur un demi-kilomètre. 5 cohortes, 60 centuries, 4500 hommes. En tête avancent les chariots grinçants avec les engins de siège, balistes démontés, faisceaux de traits, béliers de rechange. Derrière marche la première cohorte, l'élite, centurions à crête transversale, porte-enseigne avec aigle et signat. Marcus est dans la 4e cohorte, au milieu. La poussière monte si épaisse qu'on ne voit pas à 10 mètres. Le soleil cogne déjà. À midi, il fera près de 40 degrés. L'armure chauffe, la sueur lui coule dans les yeux. Mais le centurion Corvinus impose la cadence sans pitié. Dans l'armée romaine, on ne ménage pas les pieds. « Laissez passer, crie un cavalier qui galope le long de la colonne. Sur sa chlamyde écarlate brillent des insignes d'or, tribune. Il file vers l'avant porter un rapport urgent à Titus. Marcus voit la poussière des sabots retomber sur les visages trempés de sueur de ses camarades. Lucius jure entre ses dents. La gueule de bois d'hier se rappelle à lui. Tiberius halète la bouche ouverte, pas encore habitué aux marches forcées en équipement complet. À droite, derrière les oliveraies, une fumée épaisse. C'est la ville haute qui brûle. Les Romains y ont mis le feu une semaine plus tôt après avoir pris le second mur. L'odeur de brûlé se mêle à celle de la poussière et de la sueur. Marcus la connaît. Bois, tissu et quelque chose d'autre qu'il vaut mieux ne pas nommer. Après Gamala, il a appris à ne pas poser de questions. Vers 9 heures, la colonne atteint les positions de siège au nord du complexe du temple. Là, les ingénieurs romains travaillent depuis 2 semaines. Creusement de mines, construction de rampes, montage de puissantes catapultes. Les balistes sont rangés comme des bêtes prêtes à bondir. Les servants, en tablier de cuir, tournent les cabestans, tendent des cordes en crin de cheval. Des traits de la taille d'un homme sont empilés par paquets. Le centurion Corvinus arrête la centurie près d'un tas de pierres, reste d'une maison de marchands rasée pour dégager la vue. Halte, vérifiez les armes. Premier et deuxième contubernia, en réserve derrière les tours de siège. Marcus se retrouve dans le deuxième. Cela signifie qu'il ne partira pas dans la première vague. Il attendra les ordres, regardera les autres mourir dans les brèches. De la colline où ils se tiennent, on voit tout le mur nord de Jérusalem. 15 mètres de haut, blocs blancs colossaux. Sur les tours se découpent les défenseurs, zélotes en tunique blanche avec des boucliers et des lances. Certains sans armure du tout. Les rebelles n'ont ni logistique ni intendance à la romaine. Mais ils se battent comme des possédés, Marcus l'a appris. Gaius Silvanus sort une petite bourse de cuir, verse une poignée d'orge. Ration sèche au cas où les combats traîneraient jusqu'au soir. Il mâche lentement, méthodiquement, arrosant de posca. Le vétéran a une règle, bien manger avant la bataille. « Tiberius, mange !» lance-t-il à la recrue. « Je veux pas. Mange, j'ai dit, tu auras besoin de force. » Le Syrien mâche docilement, même si on voit bien qu'il a la nausée de peur. À 10 heures, le signal du trompette. 3 sont courts, 1 long. Le bombardement commence. Les balistes tirent en salve, une 50aine de machines en même temps. L'air est fendu par des traits géants et des pierres grosses comme un homme. Marcus les entend siffler au-dessus de lui, s'écraser sur les murs, arracher des hurlements sur les tours. Poussière et fragments volent en tous sens. « Magnifique !» rugit Lucius en battant des mains. Il adore voir les engins de siège au travail. Marcus se tait.
Il sait ce que ça donne quand un trait de baliste transperce un homme. Il a vu à Gamala un javelot pareil empaler 2 zélotes d'un coup et se ficher dans le mur derrière eux. Après 1 heure de tir, nouveau signal, 4 cours. Les tours de siège commencent à avancer vers le mur. Énorme structure de bois sur roues, haute comme la muraille. À l'intérieur, échelles, groupes d'assaut, béliers à la base. Des centaines d'hommes les poussent vers les brèches en se couvrant de grands boucliers des flèches des défenseurs. « Regarde comme ça crame !» Tiberius désigne une tour. Les zélotes jettent des pots de liquide enflammé, huile, poids, soufre. Les parois s'embrasent. Les hommes dedans hurlent, sautent, roulent à terre pour éteindre les flammes. Marcus détourne les yeux. Dans ce brasier brûle un légionnaire à peine plus vieux que Tiberius, peut-être une recrue lui aussi. Mais une tour atteint le mur. Le pont d'assaut se baisse dans un fracas de fer. Les premiers légionnaires s'y engouffrent, glaive au clair. Les zélotes les attendent de pied ferme, lance et pierre à la main. Combat sur un étroit tablier, féroce, sans quartier. Marcus voit un bouclier romain éclater sous un coup de masse, le soldat tombé, remplacé aussitôt. « Ils y vont !» crie Gaius en désignant le mur. À un endroit, une brèche s'est ouverte, pierres effondrées, passage de 3 hommes de large. Les groupes d'assaut de la première cohorte s'y précipitent. Boucliers serrés, épées prêtes, criant « Roma, Roma !» le cri de guerre des légions. Les zélotes ne cèdent pas. Des tours pleuvent, flèches, pierres, pots d'huile bouillante. Plusieurs Romains s'effondrent dès l'entrée de la brèche, mais les autres enjambent les corps et montent toujours. Marcus entend les chocs du métal, les cris, les râles. La fumée recouvre tout, incendie, poussière, huile brûlée. « Deuxième vague, en avant !» hurle Corvinus. Cela signifie que le premier groupe est embourbé dans les rues et demande des renforts. Marcus se relève, resserre les sangles de son bouclier, saisit le pilum. Son cœur cogne plus vite, ses paumes sont moites. Toujours pareil avant le choc, le corps se prépare à ce qui pourrait être ses dernières minutes. Lucius marmonne une prière. « Pas à Mars ni à Jupiter, à Mithra, dieu du soleil et des soldats. Soleil invincible, donne-moi la force de tuer les ennemis de Rome. » Tiberius tremble de tout son long, pas de froid, de terreur. Gaius mâche un bout de cuir, calme comme la pierre. Pour lui, c'est juste une journée de travail. À midi, le signal retentit. 5 brefs, 2 longs. La deuxième vague s'élance. Marcus court vers la brèche avec une centaine de camarades, enjambant les corps, glissant sur le sang et la poussière. Devant lui, l'ouverture sombre dans le mur, d'où montent cris et fracas. Aujourd'hui, il entrera pour la première fois dans Jérusalem et verra ce dont il se souviendra toute sa vie. La première chose qui frappe Marcus au-delà de la brèche, c'est l'odeur. Pourriture, fumée, saleté, mort. 4 mois de siège ont transformé Jérusalem en fosse. Marcus respire par la bouche, sans grand effet. La puanteur s'infiltre partout. La rue est étroite, 3 mètres de large, maison de pierre blanche à 2 étages. Les murs sont criblés de flèches, les fenêtres murées. Chaque maison est une forteresse. Des corps jonchent le pavé, romains, zélotes, civils. Tant de mouches que l'air bourdonne. « Formation! Tenez la formation !» hurle Corvinus. Les 8 hommes du contubernium se mettent en 2 rangs, boucliers devant. Marcus en première ligne, Gaius à gauche, Lucius à droite. Tiberius en 2e rang, tenant sa lance à 2 mains qui tremblent. Devant, des éclaireurs, 2 légionnaires sans bouclier. L'un jette un coup d'œil dans une ruelle, fait signe, clair. La colonne avance. Marcus entend des cris plus loin, mêlés. Un appel « Au secours !» puis plus rien. Halte, Corvinus lève la main. Devant, une barricade, chars renversés, tonneaux, décombres. Personne en vue derrière. Marcus serre plus fort le manche du glaive. Son cœur martèle. « Testudo, tortue !» Marcus lève son bouclier au-dessus de sa tête et le verrouille avec ceux des voisins. Sous la tortue, il fait sombre et étouffant. Ils avancent vers la barricade. Soudain, quelque chose s'écrase sur le bouclier. Une pierre de 3 kilos. Marcus manque de lâcher. Puis une autre, encore une. Les zélotes sont sur les toits. « Tenez la formation !» gronde Corvinus. Un bouclier se décale. Une recrue n'a pas tenu. Par l'ouverture, une pierre file et touche un légionnaire à l'épaule. L'os craque. La formation se referme. Ils atteignent la barricade, la démontent à couvert des boucliers.
D'un angle bondit un zélote armé d'une lance qui vise Lucius. Marcus projette son bouclier en avant, dévie le coup. Le zélote est jeune, barbe noire, tunique sale, tente de reprendre sa lance. Marcus avance d'un pas, frappe d'un coup de glaive de bas en haut, sous les côtes. La lame entre facilement. Le sang jaillit sur sa main, chaud, collant. Le zélote le regarde, yeux écarquillés, râle. Marcus retire l'épée, le corps s'effondre. Premier tué de près. Il a vu ses yeux, vu la vie s'en aller. « Vinicius, avance !» Gaius le pousse. Marcus sursaute, ses pieds se remettent en mouvement tout seuls. Le cerveau s'est mis hors circuit, mode survie. Derrière la barricade, ils en trouvent 3 autres. Combat de rue dans un boyau, dur, sale. Gaius éclate un visage d'un coup de bouclier, puis achève au glaive. Lucius fauche les jambes, empale au sol. Marcus affronte le 3e. Feinte à gauche, coup au foie, finition dans le cou. Du manuel. En avant, Corvinus mène toujours. Il débouche sur une place encombrée de Romains. Certains pillent, d'autres achèvent des blessés, d'autres sont assis contre un mur, vidé. À côté, un légionnaire mort, bouclier perforé, cuirasse brisée, yeux ouverts. De l'eau, gémit Tiberius, aussi pâle qu'un linge. Marcus lui tend la gourde. Le Syrien boit avec avidité, la moitié lui dégouline sur le menton. Lucius rit nerveusement. « T'as vu comment je lui ai coupé les jambes ?» Gaius se tait, essuie son glaive. Même les mains du vétéran tremblent. Marcus nettoie sa lame avec un chiffon, geste automatique. Devant, de nouveaux hurlements. Une flèche passe à 2 mètres, se plante dans une porte. « Halte, 10 minutes !» Les légionnaires s'effondrent où ils peuvent. Marcus retire son casque, boit à longue gorgée. 2 camarades traînent un blessé, jambes broyées, l'os à nu. Marcus détourne les yeux. Tiberius vomit dans un angle. Personne ne se moque. Lucius roule une cigarette, la partage avec Gaius. Le soleil est au zénith, 2 heures de l'après-midi. 10 heures depuis l'aube, une vie entière. « Ça finira quand ce massacre ?» grogne Lucius en regardant la fumée. « Quand on prendra le temple, répond Gaius. C'est leur dernier bastion. Et on pourra piller ? Lucius sourit. On pourra piller, confirme le vétéran. À 3 heures, la Bucina tonne, ordre de reprise. Marcus remet son casque, saisit son bouclier. Son corps est courbaturé, son cerveau tourne en pilote automatique. Plus de peur, seulement la fatigue, la volonté de tenir jusqu'au soir. Ils avancent plus loin dans la ville, passent devant des maisons en feu, des tas de cadavres, des blessés qui gémissent. Jérusalem est en train de mourir. Marcus n'est qu'un engrenage dans la machine de mort qui n'arrêtera que lorsqu'on aura éteint toute résistance. À 6 heures du soir, la Bucina donne le signal de retrait. La première vague regagne le camp. Marcus marche en silence, casque à la main, cheveux collés au front. Son bouclier pèserait 1 tonne. L'épaule gauche est engourdie après des heures de port. Ses jambes avancent par habitude. Le centurion Corvinus fait l'appel à l'entrée du camp. Sur les 8 hommes du contubernium, 7 sont revenus. Marcus, Gaius, Lucius, Tiberius, Fabius, Sextus, Drusus. Gaius Marcius manque, le jeune de Campanie qui jouait au dé hier. On a retrouvé son bouclier près d'une barricade traversée par une lance. Personne n'a cherché le corps, pas le temps. 1 mort, 2 blessés, le centurion note sur sa tablette de cire. Marcus ne savait même pas pour les blessés. Fabius a une entaille profonde à la cuisse, bandé d'un chiffon, il a quand même rejoint le camp. Sextus s'est cassé 2 doigts de la main droite, bouclier écrasé dans la cohue. Les 2 restent en ligne, blessure jugée légère. Corvinus part faire son rapport au tribun. Les 7 survivants s'effondrent sur l'herbe près de la tente, muets. Même Lucius ne bavarde plus. Tiberius fixe un point dans le vide. La recrue est en choc. La première bataille marque à vie. On peut aller au trophée, suggère Gaius à voix basse, avant la nuit. Selon la tradition, après la fin des combats du jour, les soldats ont le droit de retourner en ville récupérer ce qu'ils trouvent. Officiellement, ce n'est pas du pillage, c'est le butin. Règle principale, ne pas toucher au temple avant l'ordre de Titus. Pour ça, c'est la croix. Marcus, Gaius et Lucius repartent vers la ville. Les rues sont pleines de légionnaires. Certains traînent des sacs, d'autres mènent des prisonniers, d'autres fouillent les maisons éventrées. Marcus entre dans la maison d'un marchand. 2 niveaux, façade écroulée par un tir de baliste.
À l'intérieur, il fait sombre, ça sent le brûlé. Au sol, des amphores cassées, des tissus, des meubles brisés. Tout ce qui avait de la valeur a déjà été emporté. Marcus monte à l'étage par un escalier branlant. Dans une chambre, il fouille un coffre, vide. Sous un lit renversé, il trouve une petite boîte. Il l'ouvre. À l'intérieur, un bracelet d'argent gravé, une poignée de pièces, une bague de femme avec une pierre. Marcus glisse le tout dans sa tunique. En bas, il entend des voix. Lucius et Gaius ont aussi trouvé quelque chose. Il descend, ils sortent. Autour d'un feu, ils partagent. Marcus étale sur son manteau, le bracelet, 12 dinars d'argent, la bague. Lucius a mis la main sur une lampe de bronze, quelques pièces de cuivre. Gaius a trouvé une dague à manche d'os et un broc d'huile. Ils partagent en frères, chacun reçoit 3 à 4 dinars, le reste va dans la caisse commune du contubernium. Presque un mois de paix, s'exclame Lucius en mordant une pièce pour tester le métal. Marcus range sa part dans une bourse de cuir qu'il attache à la ceinture, sous sa tunique. 3 dinars, une semaine de taverne après la démobilisation, ou un sac de blé pour la future ferme. Tout le monde n'a pas cette chance. Dans le contubernium voisin, ils rentrent bredouilles. Leur secteur avait déjà été pillé plus tôt. D'autres n'ont trouvé que des haillons et de la vaisselle brisée. Les centurions ont raflé tout ce qui avait l'air d'argent ou d'or, c'est la loi de la Légion. Vers 8 heures, on distribue le souper. Bon ce soir, viande de bétail capturée, galettes, légumes, vin. Plus de vin que d'habitude. Après un assaut, le commandement se montre généreux. Marcus mange voracement, sans sentir le goût. Son corps exige de combler le déficit de calories. Le contubernium se rassemble près du feu. Fabius refait son pansement. La plaie est superficielle, ça cicatrisera. Sextus a immobilisé ses doigts à l'aide d'un manche de lance, a-t-elle improvisé. Drusus exhibe un couteau pris en trophée, belle lame syrienne. Lucius boit vite, le rouge lui monte aux joues, il commence à fanfaronner. « T'as vu comment j'ai fendu ce zélote? D'un coup, la tête a roulé !» Personne n'a rien vu, mais on ne contredit pas. Après le combat, chacun a besoin de sortir ce qu'il a en lui. Gaius, lui, regarde les flammes en silence. Le vétéran a trop vu pour se réjouir. Tiberius est assis un peu à l'écart, les genoux contre la poitrine. Son visage est gris, les yeux vides. Marcus s'assoit à côté. La première fois est la pire, après, ça va mieux. Le Syrien reste silencieux. Moi aussi j'ai vomi après ma première bataille, à Gamala, incapable de manger de la journée. J'ai tué un homme, finit par dire Tiberius. Il n'avait pas d'armure, même pas l'air d'un guerrier, il défendait juste sa maison. Marcus ne sait pas à quoi répondre. Ici, on tue tous, c'est le service. Pense au fait que tu es vivant et à la terre que t'auras dans 20 ans. Convaincant? Pas vraiment. Mais il n'a pas mieux. Marcus lui-même n'est pas certain de ce qu'il dit. Aujourd'hui, il a croisé le regard de ce jeune zélote. Lui aussi était le fils de quelqu'un, avait peut-être une famille. Maintenant, il est mort, et Marcus est en vie. La justice n'a rien à voir là-dedans. Vers 10 heures, la plupart sont ivres. On chante des chansons de soldats, crues, grossières, sur les femmes et la boisson. Marcus boit peu, la tête commence à tourner au bout de 2 coupes. Lucius s'effondre face contre terre, ronfle aussitôt. Fabius raconte l'histoire d'un centurion de la 5e qui couchait avec la femme d'un tribun. Éclat de rire. Marcus tente d'écrire une lettre. Il sort un morceau de papyrus, un charbon. Il trace. « Mère, père, je suis en vie et en bonne santé. Aujourd'hui, on a pris Jérusalem. » Et s'arrête. Que dire ensuite? Qu'il a tué 3 hommes? Qu'il a vu brûler le temple? Qu'il a trouvé un bracelet d'argent chez un marchand mort? Il froisse le papyrus, le jette au feu. Le fragment s'embrase et disparaît en quelques secondes. Certaines choses ne s'écrivent pas. Certaines choses vaudrait mieux ne pas garder en mémoire. Au loin, au-delà de la palissade, des cris percent la nuit. Jérusalem brûle, la lueur rouge coiffe la ville. De là montent des gémissements, des pleurs, parfois des hurlements. La ville agonise. Marcus s'allonge sur sa paillasse, tire sa cape sur lui. Il essaie de dormir, n'y parvient pas. Dès qu'il ferme les yeux, il revoit le visage du zélote, ses yeux surpris, le sang sur ses mains. L'odeur de brûlé et de mort lui colle au nez. Tout près, Tiberius sanglote doucement. Il pense que personne ne l'entend. Marcus ferme les yeux. Demain, tout recommencera. Réveil, bouillie, marche, combat, sang. C'est ça, la vie dans les légions. 6 ans déjà, 14 encore.
s'il tient jusque-là. Vers 11 heures, Marcus se fait réveiller d'un coup de botte dans les côtes. « Vinicius, debout, relève de nuit sur le mur nord !» Le centurion Corvinus se tient au-dessus de lui, torche à la main. Marcus se lève, la tête lourde. 2 heures de sommeil n'ont rien réparé. Il met son casque, prend bouclier et lance. Avec lui partent Gaius et 4 autres d'autres contuberniats. En silence, ils traversent le camp, tout le monde dort, sauf les sentinelles à la palissade. Ils sortent par la porte, prennent la direction du mur conquis. Des torches balisent le chemin, la terre labourée par les projectiles, les restes d'engins de siège, des corps pas encore retirés. Sur le rempart, un centurion de service les accueille, yeux rouges de fatigue. 2 sur la tour, les autres le long du périmètre. Relève à 4 heures. Marcus et Gaius montent l'escalier jusqu'à la tour, 15 mètres de haut. Là-haut, le vent souffle frais, un vent doux qui apporte l'odeur de fumée. Marcus regarde en bas. Devant lui s'offre un spectacle qu'il n'oubliera jamais. Jérusalem brûle. Des centaines de foyers à travers toute la ville, des langues rouges lèchent le ciel. Le temple flambe plus fort encore, immense bâtisse de marbre blanc devenu brasier. Les Romains y ont mis le feu ce soir, et l'incendie dévore les poutres de cèdre et les plaques d'or. De la tour, on voit tout. Des rues encombrées de cadavres, des maisons d'où jaillissent des nuages de fumée, des places où les légionnaires ont installé des bivouacs et allumé des feux. Au loin, hors les murs, le long des routes, des rangées de croix. Des centaines de croix. Sur chacune, un zélote crucifié pour avoir tenté de fuir. Titus a ordonné d'en mettre 500 par jour pour terroriser ceux qui résistent encore. Marcus entend des cris. De la ville montent des gémissements, des pleurs de femmes. Parfois, ce sont des voix de légionnaires qui pillent et crouvent des survivants cachés. Parfois, des chocs métalliques quand les derniers défenseurs tentent de se battre et se font achever. « Pourquoi » murmurent les lèvres de Marcus. « À quoi tout ça rime » Gaius se tait, les yeux fixés sur les flammes. « Ils se sont révoltés contre Rome » finit-il par dire. « Ils ont massacré notre garnison, proclamé leur indépendance. Ils croyaient quoi? Qu'on allait oublier ? Mais il y avait des gens qui ne se battaient pas. Marcus en a vu aujourd'hui. Des civils cachés dans des caves, sortis de force et tués ou emmenés en esclavage. Il a vu une mère couvrir sa fille et un légionnaire les transpercer d'un seul coup de lance. C'est la guerre, Gaius sort sa gourde, boit. Quand une ville est prise d'assaut, il n'y a plus de différence entre guerriers et civils, tous ennemis. C'était comme ça à Carthage, à Corinthe, partout. Rome ne pardonne pas les révoltes. Marcus fixe le temple. Les flammes montent à des dizaines de mètres, des gerbes d'étincelles s'élèvent. Là-dedans brûlent des prêtres qui ont refusé de quitter le sanctuaire. Des rouleaux sacrés avec leurs livres saints partent en fumée. L'or coule sur les murs. Demain, des légionnaires le gratteront dans les cendres. Qu'est-ce que je fais là? Marcus ne s'attend pas à une réponse. Les mots sortent tout seuls. Je suis fils de paysan près de Ravenne. Mon père laboure la terre. Je me suis engagé pour une parcelle dans 20 ans. Et me voilà sur ce rempart, à regarder brûler une ville, les mains trempées dans le sang des autres. Gaius se tourne vers lui. Son visage buriné porte des cicatrices. « Écoute-moi, Vinicius. Demain tu te réveilleras et tout recommencera. Formation, marche, peut-être encore combat. Il reste des poches de résistance. C'est le service. Tu crois que moi je ne me suis pas posé ces questions? 16 ans que je suis dans les légions. J'ai vu brûler des dizaines de villes. J'ai tué plus de gens que je ne pourrais en compter. Et tu vis comment avec ça? Gaius hausse les épaules. Je ne vis pas avec. Je vis, c'est tout. Je fais mon boulot. Je veille à ce que les camarades restent en vie. Je compte les jours jusqu'à la pension. Je bois quand on donne du vin. C'est toute ma philosophie. Marcus se tait. En bas, un hurlement éclate, bref, vite étouffé. Puis des rires de soldats. Marcus sait ce qui se passe. Après un assaut, c'est toujours pareil. Le commandement ferme les yeux. Les hommes ont besoin de se défouler. Dans un jour ou deux, on resserrera la discipline. Mais pour l'instant, c'est le chaos. Je croyais que le service dans les légions, c'était la gloire, dit Marcus. Triomphe, honneur, belles histoires de grandes victoires. Mais là, c'est juste du sale boulot. Tuer ceux qui se sont révoltés. Brûler des villes, crucifier des prisonniers. La gloire, c'est pour les chefs, répond Gaius en regardant le ciel. Pour Titus, qui entrera à Rome sur un char de triomphe, sous les acclamations. Pour les tribuns, qui écriront de beaux rapports.
Toi et moi, on est juste des outils, des épées dans la main de l'Empire. Personne ne nous demandera notre avis. Dans 100 ans, on ne se souviendra pas de nous. Le feu au temple commence à faiblir, le toit s'est effondré, les murs s'écroulent. Un sanctuaire millénaire se change en ruine. Marcus pense que ses descendants vivront peut-être dans le monde construit par Rome, au prix de nuits comme celle-ci, de ces incendies, de ce sang. Prix de l'Empire, dit-il à haute voix. Gaius acquiesce. Prix de l'Empire. Il faut bien que quelqu'un le paie. C'est tombé sur nous. Il reste là jusqu'à l'aube. En silence, il regarde Jérusalem se consumer. Les feux s'éteignent un à un. À l'est, une bande pâle s'élève. Nouveau jour. 7e année de service de Marcus Vinicius à la 10e Fretensis. 13 ans jusqu'à la retraite, s'il survit. Quand la relève arrive, Marcus descend. Il retourne au camp, marche lente. Passe la palissade, les tentes où ses camarades ronflent, la tête vide. Une seule pensée. Demain, tout recommencera. C'est ça qu'il gardera en mémoire. Pas la bataille, pas les mises à mort, pas le butin. Cette nuit sur la tour. La vision de la ville en flammes. La certitude qu'il fait partie d'une machine qui ne s'arrêtera pas et qu'il n'a pas le choix. Seulement servir jusqu'au bout et survivre. Un siècle 10 après Jésus-Christ. Marcus Vinicius, 68 ans, est assis sur le seuil de sa ferme près de Ravenne. Non loin, son petit-fils joue. 20 ans dans la 10e Légion, de 64 à 84. Guerre de Judée, Massada, garnison de Jérusalem. À la démobilisation, il a reçu 20 ugéras de terre. Il s'est marié, 2 enfants ont survécu. Son fils sert sur le Rhin, sa fille est mariée, 4 petits-enfants. Il vit bien, récolte stable, plus de dettes. Vétéran décoré, dona militaria pour bravoure. Mais de Jérusalem, il ne parle jamais. Quand on lui demande, il répond brièvement « J'ai servi en Orient » et se tait. Son petit-fils accourt. « Papy, c'est vrai que tu as combattu ?» Marcus hoche la tête. « Tu en as tué beaucoup ?» Il se tait un moment. « Beaucoup. »« Tu me raconteras ?» Il secoue la tête. « Pas maintenant. » Le garçon veut des histoires de gloire. Marcus pourrait raconter le temple en flammes, les visages des morts, les crucifiés. Mais il garde le silence. La nuit, les rêves reviennent. Les ruelles étroites, le zélote barbu, le temple en feu. La voix de Gaius, « Demain, tout recommencera. » Gaius est mort 5 ans plus tard. Lucius, de fièvre. Tiberius a déserté, on l'a crucifié. 3 ont atteint la pension. La 10e Légion est restée en Judée, elle garde la province. Les enseignes aux sangliers flottent au-dessus des ruines. Au mur pend encore le vieux glaive et les phallaires. La famille en est fière. Marcus, lui, les regarde rarement. L'histoire a retenu Titus, empereur, vainqueur. À Rome, on a élevé un arc. Mais elle n'a pas retenu Marcus Vinicius, ni des milliers d'autres légionnaires. Derrière chaque victoire, il y a des soldats qui font le sale travail. Marcus boit du vin et repense à cet août lointain, à cette nuit sur la tour où il a compris le prix de l'Empire, le prix payé par de simples soldats pour un lopin de terre. Il a survécu, obtenu sa terre, fondé une famille. Mais cette nuit-là est restée, non comme un motif de fierté, mais comme un fardeau. La conscience d'avoir été un rouage de la machine et de n'avoir eu aucun choix. Son petit-fils déboule dans la cour. « J'ai trouvé un clou !» Marcus sourit. « Bravo garçon, la vie continue, l'Empire tient. » Et lui finit ses jours en silence, gardant pour lui ce dont il se souviendra jusqu'à la fin.